Maintenant, nous revenons sur ce direct qui nous concerne. En effet, des Ivoiriens, se sont engagés dans une promotion immobilière depuis un certain nombre d'années. Ils se sont vus spoliés, escroqués par toute une machination organisée par un individu. Et depuis une semaine, nous voyons sur les réseaux sociaux une vidéo circuler, une vidéo de ce monsieur-là qui est avec nous en direct, monsieur Kwasi Jules, qui va nous entretenir sur cette affaire ô combien très importante, une affaire très sérieuse, une affaire dans laquelle les Ivoiriens sont toujours escroqués. Il s'agit d'une opération immobilière. Monsieur Jules Kwasi, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je suis l'éclaireur Babayou et je vous reçois pour l'entretien du jour sur Eburly News TV. Et Si. avec nous, de nombreux auditeurs, téléspectateurs abonnés vont suivre et connaître votre histoire. Mais avant, je voudrais que vous vous présentez aux nombreux auditeurs qui nous suivent. Merci à vous, merci à Eberny TV, merci à tous les gens, les personnes qui ont souscrit pour cette opération immobilière et qui aujourd'hui continuent de pleurer. Je suis Jules Kwasi, je suis également souscripteur et je suis membre aussi d'un collectif qui est mis en place pour défendre nos droits, pour défendre une cause juste. En tout cas, merci ce soir encore de m'interroger pour comprendre la véracité de ce problème. Ok, merci pour ceux qui nous suivent pour ce direct. Là, je vous demande de partager dans les groupes auxquels vous appartenez. Partagez à vos amis, invitez vos amis à suivre ce direct parce que c'est très important. Il s'agit de la vie des Ivoiriens. Vous pouvez un jour être victime de ce genre de cabale. Et donc, je vous demande de vous connecter, mais ne restez pas connectés. Partagez. Donc, nous allons aller directement vous poser la première des questions. C'est quoi, en effet, le collectif des souscripteurs de la promotion immobilière Magic Group? Merci encore une fois de l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir donc exprimer, de connaître ce groupe. C'est un groupe de personnes qui a souscrit une opération immobilière qui a commencé depuis 2011 jusqu'en 2017. Voilà. Et une opération qui regroupait 3 sites, le site d'Abata, de Fekese et aussi de Benjerville. Et des personnes, quand ils se sont sentis obligés, nous allons y revenir. J'ai simplement voulu que vous présentiez votre d'accord, collectif. c'est un Voilà. collectif en tant qui s'appelle Soko Bimac, voilà, qui éventuellement s'est fait gruger et ont créé ce collectif en tant que tel pour se faire valoir, pour faire entendre leur voix. C'est juste ça, le collectif des personnes grugées. Des personnes grugées. C'est la raison fondamentale qui vous a amené à créer ce collectif, n'est-ce pas? Oui, absolument. C'est la raison qui nous a amené à créer ce collectif parce que on est resté passif de 2011 jusqu'en 2015. On s'est dit que ça pouvait sortir des terres et à partir de 2016, on s'est dit non, trop c'est trop, 5 ans, 6 ans c'est trop et on s'est dit il fallait qu'on se lève pour créer un collectif d'ensemble pour défendre une cause réelle qui est la leur. Alors, ces causes-là, c'est quoi? Vous pouvez nous expliquer quels sont les objectifs visés par la création de ce collectif-là? Les objectifs, c'est qu'il faut qu'on ait une vision commune. La vision commune, c'est que à partir du moment où on sait qu'on peut demander, on peut défendre nos droits administratifs, nos droits judiciaires, nos droits coutumiers, on s'est dit, une seule personne de façon isolée, c'est très compliqué. Ensemble, on est fort. Ensemble, on est meilleur. Et donc, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'au niveau du juge, du commissaire et du tribunal de commerce, il était question d'une liquidation judiciaire de nos biens. Et il fallait qu'on se constitue en collectif pour avoir la force de pouvoir défendre nos dossiers. Et quand on a eu cette force pour pouvoir construire, pour pouvoir faire un AG, pour mettre en place ce qu'on appelle ce collectif, on a eu plus de voix au niveau du juge commissaire et au niveau du tribunal. Et la voix a porté. La voix a porté. Aujourd'hui, le collectif, il existe. Le collectif est vivant. Le collectif est une plateforme qui échange pas mal et qui avance de façon positive. Voilà l'objectif. D'accord. Je vais vous demander pour plus de compréhension à nos nombreux abonnés qui nous suivent, à nos téléspectateurs, à nos auditeurs qui nous suivent, pour plus de compréhension, est-ce que vous ne pourrez pas nous faire l'historique général de cette affaire? Je vais vous demander de faire l'historique même de cette affaire. Merci, monsieur, encore une fois de plus. L'historique, il faut dire que cette histoire immobilière a commencé en 2012.
En 2012, l'État de Côte d'Ivoire, avec un média, avec un tabac pas possible, se retrouve à Paris d'un forum. D'un forum où ils font du bruit. Et ils présentent un certain Mambo Désiré, comme étant une personne crédible, une personne capable de nous faire des maisons en Côte d'Ivoire. Donc, les Ivoiriens de la diaspora, nous, les Ivoiriens de Côte d'Ivoire, sont séduits par ce panel parce qu'on utilise les médias d'État pour faire connaître une personne. Asseyez-vous bien, une personne qui n'a même pas d'autorisation. Hein. Elle n'a pas d'autorisation, on s'est rendu compte en 2016. Et l'État de Côte d'Ivoire s'engage avec les faits qui ont été posés. Oui, qui ont été posés à Abidjan. Le début de cette opération dont vous parlez là, elle émane de quand? À partir de quand 2012. À partir de 2012. 2012 que l'opération a été lancée. Ça a été lancé en 2011, mais elle a pris effectivement effet à partir de 2012 à Abidjan. Donc, voilà. le propriétaire ou le responsable premier le responsable premier, il s'appelle M. Mambo Yapi Désiré, qui est le chef d'orchestre et qui, jusqu'à ce jour, n'a pu construire un toit pour tous les structures que nous sommes. Près de 4500 à près de 20 milliards qui a été emporté par ce monsieur. Je vous laisse continuer l'historique de cette histoire. Et donc, pour parler de l'historique en tant que tel, comme je disais tantôt, et quand on s'est rendu compte effectivement que jusqu'en 2016, cette histoire tournait un peu à la bourrique, on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on joigne le président de la République, le Premier ministre, la primature, et on a adressé des courriers à la Banque mondiale, on a adressé des courriers à la présidence, mais ça n'a pas été aussi chose facile. On a bataillé pendant jusqu'en 2018. Vous vous rendez compte? 2016, on se rend compte que cette histoire, c'est de la nappe, cette histoire n'a pas de suite, cette histoire, c'est de l'argent qu'on a perdu, des millions, je dis bien des millions. On s'est dit, ben, attends, qu'est-ce qu'on fait? On s'est constitué en collectif, et après, on a adressé des courriers. Le président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Constitution, la Banque mondiale, asseyez-vous bien, la Banque mondiale, et jusqu'en 2018, ce monsieur est mis aux arrêts. Il a arrêté parce que trop de courriers à la présidente de la République, trop de courriers comment on appelle, au tribunal, et le monsieur, il est mis aux arrêts jusqu'en 2018. D'accord. Et après, le 19 mai 2019, le président de la République répond à nos doléances et il va instruire donc le ministre de la Constitution pour trouver une solution, récemment bien sûr, pour trouver une solution à nos problèmes. Donc voici un peu de façon construite à nos problèmes. Donc le ministre de la Constitution va déléguer le pouvoir à son directeur de cabinet, M. Kuala Célestin, qui aujourd'hui fait main et pied pour bloquer tout ce qu'il y a à faire. Parce qu'aujourd'hui, à partir du moment où on a un document qui émane de la République, comme quoi il faut donc faire la maison des gens, le ministre en charge doit déléguer son directeur de cabinet et tout est bloqué au niveau du directeur de cabinet. Et c'est pour ça qu'on essaie de crier encore pour dire non, c'est pas normal. Tout a été décidé en conseil des ministres. À partir du moment où ici le dossier, c'est remis en conseil des ministres qui va valider la décision, qui va enterrer la décision du ministre. Donc, c'est ce qui nous bloque aujourd'hui. Voilà. Et il y a plusieurs sites. Hein. Il y a le site, comme on dit, d'Abata, il y a le site de Fekese et il y a le site de Kone Bangali. Voilà. Donc, nous attendons de façon thématique et de façon séquentielle tous ces sites-là que l'État de Côte d'Ivoire a validés. Voilà. Donc, aujourd'hui, si M. Kuala Célestin s'engage donc à signer tous les documents, objectivement, il ne va pas avoir de problème. Mais ce dossier est encore bloqué à ce niveau. Et alors, grande surprise, asseyez-vous bien, le monsieur qui était mis en prison en 2018, il sort de prison. Récemment, il est sorti de prison. Et nous, on se dit, mais attends, il y a un problème. On a crié depuis 2016, on a attrapé le monsieur en 2018, et en 2020, il sort. Il n'a pas été jugé. Il n'a pas été jugé. Notre avocat, il est informé. Notre avocat était informé. Il va se rendre donc au greffe du tribunal, au plateau, au 5e étage. Il demande des explications à madame le juge. Elle n'a pas d'explication donnée. Depuis que le problème a commencé, le juge n'a jamais pris la peine d'entendre le plaignant. Ce qui n'est pas normal dans un état de droit. Dans un état de droit, quand un plaignant porte une plainte comme une personne, on est entendu. Notre avocat est convoqué. Mais ça n'a jamais été le cas de ce monsieur. On n'a jamais été entendu. Il est resté en prison pendant 2 ans et, manque de bol, il sort de prison. Et pourquoi? C'est dans quel état on vit et qu'une personne qui a grugé les personnes, elle peut rentrer en prison sans être jugée, qu'elle sorte. Nous, c'est ce qu'on veut comprendre.
D'accord. C'est ce qu'on veut comprendre. On veut d'abord, pour continuer, pour avoir la suite de votre question, nous allons Et donc, demander combien de... pour l'historique, je voulais quand même dire que ce monsieur de 2011 jusqu'en 2016 a fonctionné sans, sans autorisation. C'est-à-dire que quand l'État de Côte d'Ivoire vient présenter une personne à Paris, l'État de Côte d'Ivoire ne prend pas la peine de se rendre compte que le monsieur n'a pas d'autorisation pour Non, venir mais faire ses discours dans les forums ici. ce que vous dites est grave. On a les L'État de preuves, Côte oui, on a d'Ivoire, les preuves. Je vous dis parce qu'on a les preuves. Et c'est en vous êtes en train 2016, de nous c'est dire en ici... 2016, oui, Non, c'est en excusez-moi, vous êtes en 2016 train qu'on de s'est nous rendu dire compte que le ici... monsieur a eu un agrément pour pouvoir travailler, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas logique. Vous êtes en Voilà. train de nous dire Et c'est pour ici... ça qu'on l'a mis en prison. Vous êtes en train de nous dire ici qu'en Oui, 2012, oui, l'État de Côte d'Ivoire oui, accompagne un individu dans un projet, oui, n'est-ce pas, oui, dans lequel lui-même n'est oui. pas légal, c'est-à-dire qu'il n'est même pas constitué comme L'État doit être société. garant dans le sens où, je m'explique, les premiers pas ont été posés où? C'est pas Abidjan qui a posé les premiers pas. Les ministres présents n'étaient pas à Abidjan quand ils ont posé les premières pierres. Quand on pose une première pierre en France, quand on ouvre les travaux en France, après on fait un PV de réception. Depuis les travaux, ils ont ouvert à Abidjan. Est-ce qu'on a reçu, on a fait un Mais PV de comment réception comprendre? après 8 années? Comment comprendre? Parce qu'il il a été accompagné par un ministre, vous dites, en Europe pour Oui, présenter le l'État avec le projet. ministre. Donc, Oui, un ministre, c'est un gage de cautionnement pour un projet. absolument. C'est pour ça qu'on est quand même un peu surpris. C'est pour ça qu'à un certain moment, la présidente de la République a répondu positivement parce qu'elles ont reçu plusieurs courriers, elles ont été harcelées, le président a été harcelé, le cabinet a été harcelé, le cabinet du Premier ministre a été harcelé, Mais c'était qui le ministre à l'époque? C'était qui le ministre à l'époque? Oui, c'est pour ça qu'il a pris l'engagement, le ministre a pris l'engagement de trouver une solution à tous nos problèmes, une oreille d'écoute, une oreille de consensus pour effectivement trouver une solution à nos problèmes. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça a été délégué au directeur de cabinet, M. Kuala Célestin. C'est lui qui pose problème aujourd'hui. Pourquoi? La grande interrogation. D'accord. Voilà. Il y a combien dans ce projet-là? Il y a combien de familles qui sont engagées? Il y a près de 4500 familles qui ont été grugées. Je le dis, c'est quand même ma manière d'entendre, 4500 familles qui ont été grugées parce que c'était un projet d'envergure. Donc les gens ont tellement cru à l'opération. Les gens ils se sont dit qu'en une année, on a une maison. Vous savez comment on devait construire les maisons? C'est des coffrets, hein, des coffrets métalliques avec du béton, avec des fers dedans, et ça devait se faire en une année. Si vous vous souvenez, à l'époque, on mettait deux coffrets métalliques comme ça, on verse du béton dedans, et puis en une année, on a toute la maison. Oui, ça a bien marché en Israël, hein. C'était bien en Israël, ça a bien marché en Israël, et ils voulaient déporter le projet israélien en Côte d'Ivoire. Sauf qu'on est tombé sur un bandit, un voyou de grand chemin, un anarcheur, qui s'est fait comprendre que, effectivement, ce qu'il voulait lancer comme projet, zéro. Non, mais la question fondamentale, les grands bandits, il monte un projet. Il se fait accompagner par les autorités de ce pays qui est gage de sécurité dans les investissements. Oui, mais justement, ta question elle est bienvenue, dans le sens où à partir du moment où l'État s'engage à faire la pub, c'est un garant. Mais justement, l'État, elle est où aujourd'hui? Elle est où aujourd'hui? Mais asseyez-vous bien, monsieur. C'est pendant 2 années de combat acharné, des courriers adressés au président de la République, au Premier ministre. Oui, c'est pour ça que le président a pris un engagement. Je vous dis, le 19 mai 2019, le président de la République a pris l'engagement de s'occuper du problème. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire, sauf que c'est bloqué parce que l'État s'est rendu compte qu'ils sont responsables de ça. Si l'État n'était pas responsable, elle s'engagerait nullement pas à faire quoi que ce soit. L'État se sentant responsable, c'est pour ça qu'elle a demandé au Premier ministre, par le biais du directeur de cabinet, de s'occuper de nos problèmes. Voilà. C'est pour ça qu'on est dessus. Si l'État n'était pas responsable, elle ne ferait pas. Est-ce que cette entreprise-là avait des terrains sur lesquels, était propriétaire de terrains sur lesquels devraient se tenir ces projets et combien de logements ou combien de cités ou combien de maisons devraient sortir de ces terres-là? Oui, justement, c'est au fil du temps qu'on s'est rendu compte de la marmaille de ce monsieur. On s'est rendu compte que c'était un bandit de grand chemin. On s'est rendu compte que ce monsieur était un malhonnête. Voilà. Parce qu'au départ,
quand l'État de Côte d'Ivoire s'engage avec une personne que l'État trouve crédible et qu'aux yeux de tout le monde crédible, personne ne fouille, ne met le nez dedans. C'est au bout de 6 années que quand on ne trouve pas nos maisons, on se dit, mais attends, on ne peut pas te donner 15 millions, 20 millions, 30 millions, d'autres m'ont donné 100 millions, et qu'on ne peut pas. Donc on se dit, mais attends, il y a un problème. C'est là qu'on se rend compte que le monsieur n'a pas d'autorisation. Ça, c'est la faute de l'État, parce que l'État devait vérifier avant d'être président quelque chose. Ça, c'est le 1. C'est pour ça que l'État, connaissant sa faute, s'est engagé à réparer. À réparer. Donc l'État est en train de nous réparer. Je dis, et je me répète, l'État est en train de nous réparer, sauf qu'au niveau de notre cri de gueule, notre cœur aujourd'hui, c'est au niveau du directeur de ce Kuala Célestin qui fait ce blocage et on voudrait comprendre pourquoi. Qui nous dit pourquoi, voilà, logiquement, les trucs sont avancés à 80%. Voilà. C'est ça. Bon, la raison, vous pouvez nous dire, la raison fondamentale qui aurait pu, et en fait, quelle est la raison réelle que vous savez qui a empêché l'exécution de ce projet? Quelle est la raison même qui a pu empêcher Magic Group? Mais de façon, on dit que c'est celui qui s'assoit sur le caillou. Il y a un adage africain qui peut avec l'autre. Il a fait le projet là. L'argent qu'il a pris là, il a mis ça où? Donc ça a posé la question. Lui, Mambo, qui a pris l'argent des gens, après les 20 milliards, c'est à lui cette question là, moi je ne veux pas répondre parce que moi je ne vais pas presser après lui. C'est à Mambo, on va lui demander, devant tout le monde pour dire, l'argent t'a donné là, tu as mis ça où? Vous qui vous êtes constitué un collectif, vous avez pris un avocat. Oui. Et derrière vous, vous avez... Oui, on a pris un avocat. Vous avez mené des démarches. Oui. Vous avez eu des informations. Alors, ces informations-là qui vous est revenu, est-ce que ça fait cas de chose comme on appelle la raison fondamentale qui n'a pas pu être, pourquoi il n'a pas pu exécuter le programme, le projet de... La raison, comme je le dis, aujourd'hui, vous voyez, la raison, c'est Mambo lui-même qui peut dire à qui de droit où l'argent est passé. Personne, moi, à sa place, je ne sais pas. Nous, on s'est rendu compte après l'enquête qu'il a acheté une usine de béton, comme je dis pour faire le chronophage là, il a acheté une usine de béton avec notre argent. Et on a gagné le combat au niveau du tribunal, au niveau du juge commissaire, au niveau du tribunal de commerce. C'est pour ça que l'usine nous est revenue. L'usine qui a une valeur de 20 milliards. Il a acheté ça en Israël et que c'est passé par le port d'Abidjan. Et on a gagné ce combat. Donc aujourd'hui, il a écrit en fait sur un journal en ligne, comme quoi il est même fier de dire qu'il a pris que 5 milliards, pas 20 milliards. Vous voyez ce monsieur-là, comment il est malhonnête? Donc nous, on s'est dit, puisque l'usine nous appartient et qu'on a la position de l'État qui reconnaît son erreur dans cette bataille, dans cette lutte, l'État s'est engagé. Donc on demande simplement au directeur de cabinet de jouer son rôle de directeur et que, effectivement, les trucs puissent se faire comme il se doit, sans souci. Voilà notre problème aujourd'hui. Voilà. Maintenant, le sieur Mambo qui est dehors après 2 ans, pourquoi est-ce qu'il peut sortir? Il sort pourquoi? Pourquoi? Donc la question, c'est à Mambo et au procureur, au magistrat qui a fait sortir. Parce qu'une personne qui est en prison avant de sortir, la loi dit que quand une personne est mise aux arrêts, avant qu'elle ne sorte, la partie plaignante doit être entendue et l'avocat aussi de la partie plaignante doit être entendu. Et puis, si la personne doit sortir effectivement, il faut que la personne qui est en prison prenne des engagements justes, sincères et cohérents pour réparer les dommages qu'elle a causés aux justiciables que nous sommes. Mais en aucun cas, il n'a été jugé. En aucun cas, il a reconnu, effectivement, puisqu'il est sorti comme ça, sans jugement, après 2 années de prison, ce qui est aberrant dans un état de droit comme la Côte d'Ivoire. Je suis désolé de le dire, mais ce n'est pas normal. Quand on rentre en prison, on rentre pour une cause. Quand on en sort, on sort un jugement. Lui, ça n'a pas été le cas. Donc, il est sorti sans jugement. Notre avocat est en train de faire mains et pieds pour comprendre les raisons de sa libération. Pour comprendre les raisons de sa libération, asseyez-vous bien, monsieur, aucune explication de façon juste lui est donnée. Mais quant à Mambo, qui est toujours en train de crier encore sur les réseaux, comme quoi moi j'ai bouffé l'argent que 5 millions, mais on espère qu'il pourra terminer son chemin. Voilà, que Dieu lui garde en tout cas. Voilà. Nous, c'est ce qu'on demande au directeur de cabinet de faire son travail de directeur de cabinet. Voilà. Merci pour les infos, pour ce minute d'information
sur cette affaire. Mais avant de finir, je vais vous laisser lancer un appel, un dernier mot au ministre qui est chargé de cette affaire, à son directeur des cabinets qui, normalement, doit signer pour permettre l'exécution de cette affaire, et à tous les souscripteurs qui se sont engagés dans cette opération et qui se sont vus berner, gruger, et également au président de la République, mais également à tous les Ivoiriens qui un jour voudraient aussi entrer dans ces zones d'opération qui peut-être pourraient se terminer comme le vôtre. Et donc, je vous laisse le mot de fin en lançant votre appel. Vous avez 5 minutes pour conclure cette émission. Je voudrais quand même remercier encore d'abord pour l'opportunité que vous me donnez pour parler encore à l'autorité gouvernementale. Elle avait commencé un truc juste. Elle s'est engagée donc à pouvoir satisfaire nos besoins, nos demandes, nos problèmes. Qu'elle continue de le faire par l'intermédiaire du président de la République, qui s'est engagé de façon ferme et juste, de trouver des maisons pour tous ceux qui ont perdu assez d'argent. Donc, qu'elle continue de le faire. Et qu'on demande aussi que le directeur de cabinet, qui est là aujourd'hui visé, qu'il lève un poil de voile pour que tout se passe dans la droiture, sans souci. Oui, parce que c'est que lui, simplement, qui va nous entendre et qui va résoudre nos problèmes. Voilà. Et remercier également tout le monde. Mon mot de fin, parce que je n'ai pas assez de temps qui reste, je sais que c'est un combat qui n'est pas facile, c'est un combat difficile, mais c'est un combat qui n'est pas impossible, parce que nous sommes à 90% au bout du tunnel. On a fait quand même l'effort, on s'est battu depuis 2011, nous sommes en 2020, après 9 ans de bataille. Je pense objectivement qu'on n'est pas assez loin et on demande au président de la République d'avoir un regard penchant sur ça, parce qu'il y a des familles qui pleurent, des familles qui crient, il y a des personnes qui sont déjà à la retraite, qui n'ont pas de toit, il y a des femmes qui n'ont plus de maison, il y a des foyers qui ont été détruits à cause de ça. Et on demande simplement une doléance au chef de l'État, comme je l'ai dit dans la vidéo passée, qu'il ait un regard sur ce dossier qui est tellement brûlant. Voilà. Donc, je voudrais aussi également vous remercier de l'opportunité que vous me donnez pour effectivement parler de ce problème ivoirien qui concerne tout le monde, la diaspora en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Tous ceux qui voient cette vidéo, qui pourront la partager, et dire à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de la suivre, qui pourront la suivre également. En tout cas, merci encore une fois à vous et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les soutien et que ensemble, le combat, nous vaincrons. Inch'Allah. Merci à vous et Dieu nous garde. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à vous et Dieu nous garde. Merci. C'était Jules Kwasi, représentant donc de la diaspora. Amen. Merci, Monsieur Jules Kwasi, représentant du collectif des souscripteurs de la Société Magil Group. Merci de nous avoir accepté l'invitation en vue de sensibiliser les Ivoiriens, mais aussi en vue d'exposer vos difficultés. Vous venez de lancer un appel au ministre des choses, comme on appelle la construction, à son directeur du cabinet. C'est une voix de détresse. Un Ivoirien qui pleure, un Ivoirien qui veut se faire entendre, un Ivoirien qui veut un toit. Cette adresse est adressée au président de la République. Les Ivoiriens comptent sur vous. C'est un message d'espoir, un message d'espoir en vue de permettre à chaque Ivoirien d'avoir un toit. Je vous remercie. Sur ce, je vous dis bonsoir. Merci, Monsieur Jules Kwasi. Bonsoir chez vous. Que Dieu nous bénisse. Merci à vous et que Dieu nous garde. Merci. Bonne soirée. Merci. Et oui, c'est ainsi que les Ivoiriens se font gruger tous les jours. Ici, je lance à tous les Ivoiriens de faire très attention, vraiment très attention à tout ce que vous faites, surtout ceux de la diaspora qui veulent un jour avoir un logement, une maison dans leur pays pour qu'un jour, de leur retour, de leur contrée, dans les pays où ils travaillent, puissent avoir un toit. Ils se font gruger tous les jours, tous les jours, tous les jours. Méfiez-vous, faites attention aux personnes qui sont les premiers à vous vendre des rêves et à vous gruger. Ivoiriens, Ivoiriens, c'était le message de désespoir et d'espoir d'un souscripteur qui s'est fait gruger et qui compte aujourd'hui sur
le gouvernement, sur le ministre de la Construction et sur son directeur de cabinet. Merci et bien bonsoir chez vous.